Qu'est-ce qui a motivé le comité de citoyens du Myland à s'engager pour préserver l'Église? Tout simplement, pour nous, tous les bâtiments du Myland ont été précieux tout au long de nos années de fonctionnement. On a aussi fait des luttes pour préserver des maisons. Aujourd'hui, on parle là de l'église de l'Ascension. Mais, et on avait été déjà en contact avec... on avait pris connaissance de l'église de l'Ascension en 1986 parce qu'à côté de l'église, il y avait un petit terrain qui appartient à l'église de l'Ascension. Et à un moment donné, le pasteur a demandé à la ville de Montréal s'il ne voulait pas en faire un petit parc, parce qu'on manquait d'espace vert dans le Myland. Et la ville a accepté et a déboursé 30 000 $ pour en faire un petit parc. Et ça, on en avait entendu parler. 2 ans plus tard, en 1988, je pense, j'ai un voisin qui s'appelle Kevin Cohalan, et qui est aussi un ami, et qui est aussi membre du comité des citoyens. Et c'est lui qui, dans une réunion, je pense, nous dit « Vous savez que le pasteur John Beach de l'église veut vendre son église. Mais il a un esprit très communautaire, très social, et il ne veut pas vendre ça à des promoteurs immobiliers qui vont juste vouloir faire de l'argent. Il voulait garder un côté social. » Et Kevin nous propose de demander à la ville de transformer cette église en une bibliothèque. Parce qu'à l'époque, la bibliothèque du Myland était dans un autre bâtiment sur l'avenue du Parc, mais un bâtiment vraiment quelconque. C'était pas beau, c'était pas intéressant. Les livres étaient intéressants, mais les lieux n'étaient pas intéressants. Alors on s'est dit, ben oui, pourquoi pas, ça serait génial si on pouvait avoir la bibliothèque là-dedans. Donc le comité a accepté la suggestion de Kevin et on a fait la demande officielle à la ville de Montréal d'acheter le bâtiment pour en faire une bibliothèque. Chose qu'ils ont acceptée assez facilement. Puis en définitive, ça ne leur a pas coûté tellement cher. Parce que je me rappelle très bien qu'on disait à l'époque « Ah, le coût de l'achat du bâtiment ». Je ne parle pas de la restauration et des transformations après, mais l'achat lui-même, ça correspondait à 3 ans de loyer du local qu'ils louaient présentement. Donc, ça ne nous paraissait pas très cher. Et puis, bon, la ville a accepté. Et ils nous ont transformé cette magnifique église avec ses boiseries et ses vitraux en une bibliothèque qui s'appelait à l'époque la bibliothèque du Myland et qui maintenant, depuis plusieurs années, s'appelle la bibliothèque Mordecai Richler. On était fiers et contents d'avoir réussi à obtenir ce déménagement. Ça avait été vraiment très important. Et on était surtout très heureux que le bâtiment soit ainsi préservé. Parce qu'on a vu le résultat seulement plus tard, quand ça a été fait, parce qu'on n'a pas eu notre mot à dire dans la restauration elle-même et l'aménagement de la bibliothèque. Mais on a fait confiance que la ville allait faire du bon travail et allait préserver ça. Le comité de citoyens s'est impliqué aussi dans la bataille pour sauvegarder le Rialto. Alors, en 1988, le bâtiment étant menacé de devenir quelque chose de commercial et de perdre toute sa valeur patrimoniale, on a demandé à la ville de Montréal qu'il protège le bâtiment, qu'il fasse quelque chose.
La réponse qu'on a eue, c'est oui, oui, ils ont assez vite accepté de citer le monument et citer le bâtiment. Et quand on cite un bâtiment, c'est ce qu'on avait compris en tout cas, la ville n'avait juridiction que sur la façade. Donc la façade était protégée, mais l'intérieur du bâtiment n'était pas protégé. Mais par la suite, 2 ans plus tard, le ministère de la Culture à Québec l'a déclaré monument national, je pense, et en 1993, c'est Ottawa qui a déclaré ça lieu national. Alors là, on était très contents. On a dit, bon, ben, le bâtiment est maintenant protégé. Le comité des citoyens du Myland a toujours été un comité dont le but principal, c'est l'amélioration de la qualité de vie des résidents du quartier. Alors, dans cette qualité de vie, on retrouve de l'embellissement, on retrouve la protection des bâtiments, on retrouve des problèmes de circulation à régler, des problèmes de circulation. À un moment donné, on a lutté pour que le poste de police d'Outremont soit partagé avec notre poste de police, parce que pour nous, l'avenue du Parc, c'était comme un papillon. Dans le corps serait l'avenue du Parc. Outremont était à l'ouest et le Myland était à l'est. Donc ça aurait été pour nous tout à fait justifié que le poste de police qui devait se relocaliser soit sur l'avenue du Parc. Et on avait même déjà proposé un lieu et tout, mais ça a été refusé parce que les Outremontais voulaient garder leur poste de police. Mais on a fait cette lutte aussi. On a fait des tas de luttes au cours des années pour avoir des espaces verts aussi. À un moment donné, il y avait un parc qui est aujourd'hui devenu le parc Lassa des Sella, où c'était juste une sorte de terrain vague. Et on a proposé à la ville d'en faire un vrai parc. Puis ça a été fait. Et ça a été merveilleux. On a fait des tas de luttes là, qui nous éloignent un peu du Rialto, mais qui vont dans l'esprit de notre action. Comment vous vous organisez? Comment ça se passait un peu sur le terrain, là? Tout au début, on était une dizaine de résidents. On ne savait pas trop comment on devait faire des réunions. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu une bonne collaboration avec le YMCA. Parce que le YMCA avait déjà, à l'époque, un département communautaire à côté de son département sportif. Et il y avait le travailleur communautaire du YMCA qui assistait pendant quelques années à nos réunions et qui nous montrait comment faire un ordre du jour, faire un procès-verbal. Il nous a aidés à nous mettre sur pied et à structurer un peu nos pensées, qui nous disait comment on pouvait essayer de lutter, comment faire pour obtenir quelque chose qu'on voulait changer. Et ça a toujours été un très très bel accord avec le YMCA du Parc. Tout au long de l'année, on s'organisait de manière très spontanée. On n'a jamais eu de président, ni de présidente, ni les procès-verbaux n'étaient pas toujours faits. C'était vraiment une organisation libre. La manière dont on fonctionnait, c'est qu'on se rencontrait sur le trottoir,
On se rencontrait sur la rue Saint-Viateur ou sur l'avenue du Parc où on allait faire notre marché. Et puis là, il y a quelqu'un qui disait « Ah, est-ce que tu sais qu'il y a un problème avec le bruit dans ce voisinage-là » Ah bon, ben, ok. Au cours de l'année, là, on était peut-être un groupe de entre 10 et 15 personnes. On se rencontrait et on décidait de faire quelque chose. Mais une fois par année, on faisait une grosse réunion où on invitait toute la population. Et là, on pouvait se retrouver 70, 100 personnes. Et là, on demandait aux gens quels sont vos problèmes, est-ce que vous voulez que... est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit régler, sur quoi on pourrait travailler, est-ce que vous avez quelque chose qui est important pour vous et qu'on doit régler. Et puis c'est comme ça qu'on le faisait. Parlez-nous de la façon de mobiliser les gens. Bon. C'est en faisant en appelant les gens à venir à une réunion pour parler du problème et pour dire bon, le mois prochain, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le Rialto soit sauvé, par exemple. À part que maintenant, on a d'autres médias qui nous aident. On peut fonctionner par courriel, on a une liste avec les adresses courriel de tous nos membres, on a à peu près 950 membres là, qui nous ont donné leur adresse courriel, on leur envoie des infolettres, mais tout ça c'était pas à l'époque, c'était pas au début. Au début on fonctionnait, c'était difficile. On avait, chaque fois qu'on se réunissait, les gens signaient leur nom, nous donnaient leur adresse, et quand on voulait faire une autre réunion, on allait distribuer des papiers à ces adresses-là. Puis de temps en temps, on en mettait dans les boîtes aux lettres voisines, mais on n'avait pas tellement de temps ni d'énergie à mettre pour couvrir tout le quartier. Alors on leur envoyait... On distribuait des papiers, puis on leur disait « Venez, on a besoin de faire une réunion pour parler de tel ou tel problème et on va décider ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. » Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, là, que les gens se souviennent là? Je pense que si on a été capable de faire tout ce qu'on a fait au Comité des citoyens, et si on existe encore maintenant, 39 ans plus tard, c'est justement parce qu'on était souple. D'ailleurs, c'était le directeur de la bibliothèque à l'époque du Myland, M. Lam, qui nous prêtait de temps en temps sa bibliothèque pour faire des réunions. Une fois, je parle avec lui, et puis il me dit « Ouais, vous savez pourquoi votre comité dure encore, existe encore maintenant? C'est à cause de la souplesse que vous avez. Parce que vous fonctionnez comme ça va, comme ça vient. Quand les problèmes arrivent, on trouve des gens, on se parle beaucoup. Ça a toujours été ça en fait. Se parler dans la rue, se parler avec ses voisins, et avoir envie de régler les problèmes ensemble. Je pense que c'est une des qualités un peu du Myland, c'est qu'il y a une vie communautaire qui dépend de ce désir d'être bien ensemble. Et c'est ça qui nous aide.